un changement de ton. En tout cas, il y a cette reconnaissance qui est intéressante parce qu'en effet, c'est une reconnaissance, mais c'est un tir qui a eu lieu sur la ville à plusieurs kilomètres de la centrale, donc qui ne menaçait pas directement, étant donné les instruments utilisés, qui ne menaçaient pas directement la centrale nucléaire en tant que telle. Non, là où, en effet, il y a cette reconnaissance, c'est que de toute façon, les Ukrainiens sont bien obligés d'admettre qu'ils sont dans un combat pour récupérer cette centrale, qui est un atout stratégique pour eux, comme il l'est pour la Russie. Et c'est là où on touche un peu à la difficulté de toute cette situation, c'est qu'aucune des deux parties aujourd'hui n'est prête à lâcher l'affaire dans ce cas-là. Pour la Russie, c'est important parce que ça peut lui permettre de renverser l'équilibre à l'approche de l'hiver, d'avoir de l'approvisionnement énergétique, de pouvoir fragiliser les approvisionnements énergétiques de l'Ukraine. Pour l'Ukraine, ça serait vraiment une perte énorme en termes symboliques et en termes stratégiques pour pouvoir approvisionner ces secteurs. Et donc, à partir de ce point-là, il y a un peu deux choix. Soit ils s'enferment dans cet affrontement vraiment autour de la centrale uniquement, soit ce que je pense, en tout cas, c'est que les Ukrainiens essayent aussi de sortir de cette attitude qui est réactive face à la position russe et à son implication dans la tenue de cette centrale. Et pour cela, on a vu ces contre-offensives, ces attaques qui se sont multipliées, qui multiplient les fronts aussi pour les forces russes et qui permettent aussi pour les Ukrainiens de reprendre la main sur le tempo du conflit. Ça, c'est important. Et on reviendra aussi dans les prochains jours. Marion Paré. C'est intéressant parce que d'une certaine façon, la présence de ces membres de l'AIEA vont un peu neutraliser la situation et valider une forme d'équilibre des forces en l'état. Ça va apporter des informations supplémentaires au fur et à mesure, puisque toute la guerre aujourd'hui en Ukraine se joue beaucoup sur une guerre de l'information. Qu'est-ce qui se passe effectivement dans les zones où très peu d'informations filtrent, où en tout cas les narratifs sont contradictoires entre la Russie et l'Ukraine. Là, il va y avoir un narratif peut-être un peu plus neutre, mais en l'occurrence, pour le moment, ça ne dit rien sur ce qu'il adviendra de la centrale à l'hiver. Est-ce qu'il y aura un branchement sur les lignes russes? Est-ce que ça reviendra à l'Ukraine? Aujourd'hui, on a juste une stabilisation, une forme de neutralisation qui va peut-être apaiser un peu, empêcher finalement les parties d'un côté et de l'autre d'avoir une approche agressive sur cette centrale, d'éviter de la cibler de manière militaire. Mais par contre, derrière, ça ne veut absolument pas dire que la Russie va changer d'avis et ne voudra pas continuer à travailler pour raccorder la centrale à ses lignes et pour nourrir tous les territoires occupés. Et c'est pour ça aussi certains disent que ces inspecteurs... Il faut le prendre avec beaucoup de recul parce que c'est des annonces qu'il avait pu déjà faire par le passé. En 2016, il me semble qu'il avait fait exactement la même déclaration, même si le contexte était différent, et que c'était aussi un moment où il y avait des élections, il était susceptible d'être renouvelé, ça lui permettait de mobiliser aussi la population de son côté. Donc là, la question se pose un peu plus, parce que le timing est curieux en pleine guerre, où justement les Tchétchènes ont été un allié évident de Vladimir Poutine depuis le début, et qu'ils servent effectivement toute la guerre psychologique que la Russie mène en Ukraine, et notamment sur cette question de la peur auprès des populations. Parce qu'il faut bien rappeler que les Tchétchènes sont aujourd'hui dirigés donc, par ce monsieur Kadyrov, qui tient vraiment cet État dans l'État quasiment, puisque c'est une région de la Russie, mais il a tellement d'autonomie qu'il est extrêmement difficile de savoir ce qui s'y passe, et qu'il y a quand même beaucoup d'actions qui relèvent plus de la torture et de la terreur qui sont menées en Tchétchénie pour tenir la population que réellement une gouvernance comme nous on l'entend au sens occidental. Donc il y a vraiment toute cette idéologie-là qui est importée et qui est utilisée en Ukraine pour la guerre. Peut-être qu'on est là aussi dans un contexte où finalement Kadyrov essaye aussi de peser sur le Kremlin pour essayer de jouer en sa faveur, d'obtenir des compromis, des concessions de la part de Vladimir Poutine. Mais là, on est vraiment dans une zone de flou total, parce que c'est extrêmement complexe de repérer quels seraient finalement les dossiers internes sur lesquels il pourrait avoir un intérêt à pousser Vladimir Poutine. Oui, c'est très intéressant cette idée de faire... Ça paraît difficile, mais en tout cas une faiblesse, un manque de volonté lorsque ceci vont au front, c'est tout à fait faisable, c'est tout à fait envisageable, parce que ça a déjà été le cas depuis le début de la guerre. On a vu des soldats très inexpérimentés, très jeunes, qui ne savaient pas forcément
pourquoi ils étaient sur le territoire ukrainien, dans quel but exactement. On leur a vendu une opération spéciale. Ils étaient parfois recrutés de manière... bon, maintenant, ils continuent à être recrutés d'ailleurs de manière de plus en plus aléatoire. Avec ce matin, j'entendais l'information aussi d'une ONG russe sur votre chaîne également qui disait que c'était même des SDF. Des sans-domicile dans les rues de Saint-Pétersbourg. Dans des rues hier, en effet aussi. Saint-Pétersbourg. Donc si ces informations-là sont confirmées, ça montre bien qu'en effet, il y a très peu de volonté. Donc ça va être compliqué pour renouveler ces forces vives qui sont nécessaires parce qu'une guerre... Et en particulier, la guerre à la russe, elle se gagne sur le terrain, elle se gagne en étant présent partout. Et là, ça rejoint la question des référendums. Hein. Au final, les référendums, ils peuvent la stratégie de la Russie, elle peut se permettre de faire des référendums parce qu'elle vient, elle occupe le territoire, elle fait partir les populations, elle ne les nasse pas totalement pour éviter que, justement, il y ait ce réflexe de survie, de défense des personnes qui n'auraient plus rien à perdre et qui serait prête à aller au combat coûte que coûte. Elle permet à tout le monde d'évacuer. Et après cela, il ne reste plus personne pour pouvoir défendre le camp ukrainien dans ces territoires occupés. Merci à tous les quatre. C'était passionnant.